Depuis son accession au pouvoir, Ngouabi tente, sous l'influence d'un lobby occulte dont les ténors sont Yombi et Okoko, de rattraper le retard du Nord, développe une logique clientéliste et ethnocentriste de gestion de l'administration publique et des entreprises d'État. Aussi assiste-t-on à l'émergence d'une nomenclature nordiste qui se rue avec la bénédiction du président sur les postes clés du système politique, ce qui ne manque pas de heurter ses anciens compagnons de juillet 68 qui critiquent ces tendances à la bureaucratisation, condamnent la tribalisation et l'enrichissement illicite des cadres du parti sous la coupe des carriéristes et décident de le renverser à partir d'un putsch le 22 février 1972. Mais là encore, Ngouabi s'en tire très bien, réussit à évincer les trois quarts de la classe dirigeante et fait appel à de nouvelles figures plus dociles. Alors, en l'absence de contrepoids véritable, commence en toute quiétude une dégénérescence du système politique. Et si Marien Ngouabi reste au pouvoir jusqu'en 1977, il est complètement ligoté par cette bureaucratie tribale dont la gestion financière et économique conduit le pays à la banqueroute. Vers la fin de l'année 1975, les difficultés de trésorerie emmènent quand même Marien Ngouabi, qui n'a cessé de nourrir le peuple de slogans marxistes creux, promettant monts et merveilles, à se rendre vraiment compte des effets désastreux de la gestion chaotique de son régime. Celle-ci est caractérisée par l'évolution fulgurante de la corruption avec les pratiques de prébende, les détournements des deniers publics et le vol, la gabegie et le gaspillage. Bref, une incurie et une insouciance totale des hommes au pouvoir alors que le tissu social se dilue et que la misère des masses augmente. Ce jeune pays sous-peuplé où la découverte et l'exploitation du pétrole ont été présentés et accueillis comme la solution à tous les maux, avait commencé à mettre en place une structure économique avec la création des entreprises d'État qui périclitent progressivement sous l'action de ses courtisans et parents impunis. Marien Ngouabi, dont l'arrivée au pouvoir avait suscité un certain enthousiasme pour avoir mis fin au régime de terreur instauré sous Massamba Deba, devient progressivement impopulaire en dépit d'un culte de la personnalité savamment entretenu par les médias et les organisations de masse affiliées au parti. Il tente en vain, dans un sursaut, de remonter la pente et de reprendre le contrôle de cette machine qui lui échappe progressivement afin de sauver les meubles. Le 12 décembre 1975, il dissout le gouvernement et le bureau politique du Parti congolais du travail et met en place un état-major spécial révolutionnaire de 5 membres. Dans un discours critique, il dénonce les pratiques malsaines des responsables politiques, promet une épuration radicale des rangs du parti au prochain congrès de cette institution. Il envisage la réorientation de sa politique extérieure en direction de l'Occident. Avec la France notamment, les liens sont tendus en raison du caractère intempestif et agressif de ses discours à l'endroit de l'impérialisme français. Ngouabi vient de signer son arrêt de mort. Non seulement il n'est pas question pour la nouvelle caste dirigeante qu'il a lui-même créée d'abandonner honneur et privilèges, mais également son ouverture vers l'Occident n'est pas de nature à plaire aux alliés de l'Est à qui le Congo sert d'arrière-base dans la zone. Il est pris dans une sorte d'étau et s'il échappe à la tentative de grève généralisée du 26 mars 1976, il est assassiné dans la confusion générale par son clan le 18 mars 1977. Le complot. À la suite de la déclaration du 12 décembre 1975, qui annonce les difficultés énormes du Congo et sonne le glas, ou tout au moins
reconnaît l'échec du régime, trois groupes différents vont s'organiser pour la prise du pouvoir. Le groupe Yombi, le groupe Sassou et le groupe Massamba Deba. Le groupe Yombi, d'origine Kouyou, Yombi est un ami d'enfance, un proche parent de Ngouabi. On les dit cousins, ils ont fréquenté les mêmes écoles, embrassé la même carrière et montent presque ensemble en grade. Pendant que Ngouabi sert à Pointe-Noire, Yombi est à Brazzaville. Et lorsque Massamba Deba décide d'avoir sous son contrôle ce jeune officier qui s'agite au comité central du MNR, Yombi est lui affecté comme attaché militaire à l'ambassade du Congo en URSS. Séparés, Yombi et Ngouabi ne se quittent cependant pas et continuent à entretenir une correspondance régulière dans laquelle ils envisagent la prise de pouvoir par les hommes du Nord. Aussi, lorsque le coup d'État de juillet 1968 réussit, Ngouabi place dès que possible Yombi et lui confie les fonctions de chef d'état-major général de l'armée en vue de mieux contrôler cette institution stratégique pour la conservation du pouvoir. Il est quand même symptomatique de préciser que depuis lors, aucun homme du Sud n'aura occupé ces fonctions de chef d'état-major général de l'armée. C'est dire. Mais s'il pense s'être assuré une base sûre, Ngouabi commet pourtant une erreur. Car Yombi jouit d'une mauvaise réputation chez les révolutionnaires. C'est à tout le moins un homme de droite. Par ailleurs, les nombreuses frasques de sa vie d'homme public n'arrangent nullement les choses, car bien que tenant incontestablement l'armée et ayant fait avorter les putschs de mars 1970 et de février 1972, Yombi ne peut réprimer son goût démesuré du lucre et du luxe. C'est ainsi qu'en puisant dans les caisses publiques, il se construit en un temps record une grande villa à Mpila, change de voiture de temps en temps, entretient plusieurs maîtresses et accumule des dettes dont les banques sommet de lui prêter de l'argent. Toutes les fins du mois, son bulletin de salaire est nul et son compte en banque toujours débiteur. Marien Ngouabi, qui réussit à faire de lui un membre du comité central du Parti congolais du travail, après s'être débarrassé des révolutionnaires en 1972, est obligé de le retirer de l'état-major et de lui confier d'autres fonctions plus juteuses afin qu'il puisse faire face à ses nombreux problèmes financiers. Mais Yombi est à la fois incorrigible et insatiable. Loin de s'amender, il multiplie au contraire les scandales et se lance à corps perdu dans une course à l'enrichissement illicite. Alors, en 1975, Ngouabi, sous la pression des autres dignitaires, plus discrets dans la jouissance des privilèges du régime, est obligé de retirer ce cousin gênant de la vie publique en le suspendant du comité central. Toutefois, s'il le sort de la scène, il ne le lâche pas puisqu'il lui confie la direction de la Régie nationale des travaux publics pour lui permettre de continuer à se servir seulement, cette fois-ci quelque peu en retrait. Cet officier aigri, devenu colonel en grade, alors qu'il n'était que capitaine en 1968 et qui ne pardonne pas à Ngouabi de l'avoir mis à la réserve, a été rejoint de la contestation larvée par le lieutenant Pierre Onga, un autre officier Kouyou, plus jeune et qui aura été, dans la même période, sanctionné et remercié de ses fonctions de chef de corps de la garde présidentielle de Ngouabi et avec qui il avait failli se battre. Au dire de Pierre Onga, accusé par Ewolo Oscar, son remplaçant, d'avoir désorganisé la garde présidentielle, appelé à témoigner sur ses rapports avec Ngouabi avant sa mort au procès de janvier 1978, Ngouabi l'aurait appelé un soir, lui aurait demandé de lui servir de chauffeur, car il n'y en avait point à la présidence à l'instant précis.
Onga aurait refusé, estimant que pareille mission n'incombait pas au chef de la garde présidentielle. Ngouabi, furieux, l'aurait traité de fou. Alors, Onga serait descendu à la présidence et aurait fait remarquer à Ngouabi que seuls ses parents avaient le droit de le traiter de fou et qu'en cas de récidive, il la battrait. Mais, avait poursuivi Pierre Onga, qui jouissait de la réputation d'un dur en raison de sa carrure. En dehors de cet incident, vite oublié, leur rapport était resté serein et Ngouabi avait continué à lui confier des missions au niveau du parti, alors qu'en réalité, il s'était juré de lui faire la peau. À Pierre Onga, il faut aussi ajouter le commandant de la police nationale, Jean-Michel Ebaka, un autre couillou qui, bien qu'étant membre du comité central du parti, reprochait à Ngouabi de ne pas l'avoir associé suffisamment à la gestion. Entendez par là la bouffe. Alors qu'il en avait droit et préférera s'allier à Yombi qui lui promettait un rôle de premier plan. 3 parents qui préparent donc minutieusement l'élimination physique de Ngouabi et prennent déjà des contacts. Le groupe Sassou Nguesso. En fait, le groupe Sassou Nguesso n'existe pas exactement. Mais il y a plutôt un homme, un officier qui n'appartient certes pas à l'ethnie de Ngouabi, mais qui est de la même région que lui et a pris une part active au putsch de juillet 1968, notamment à la libération de Ngouabi. Ce dernier, lui, en sera très reconnaissant. Le considère désormais comme un parent et lui confie, dès son accession au pouvoir, la réorganisation et les contrôles des services de renseignement. C'est ainsi que Sassou entre au comité central du parti dès sa création et devient un homme très influent du régime. Même s'il évolue lentement dans l'ombre, il s'entoure volontairement de l'image d'un désintéressé des fonctions politiques, donc du pouvoir, et se fait plutôt une réputation de donjon, d'un adepte des piqûres qui ne se fusque pas de draguer et de piquer les femmes des habits. Sur le terrain du renseignement, il est très efficace. Rien ne lui échappe. En un laps de temps, il réussit à mettre en place dans toute la ville, notamment à Bakongo, fief de la résistance au pouvoir, un réseau d'indicateurs qui lui fournissent des informations très précises sur les hommes et l'atmosphère politique qui prévalent. Informations notées sur des fiches qui permettent à Sassou d'être au courant de tout ce qui se trame et d'en prévenir Ngouabi. Cette efficacité lui vaut encore plus de sympathie et de confiance de la part de Ngouabi qui couvre volontiers des déboires sexuels. En 1975, Ngouabi fait une promotion à Sassou et le nomme membre de l'état-major spécial révolutionnaire, ministre de la Défense et de la Sécurité. Puis, en 1976, lorsque, à la suite de son incident avec Onga, il réorganise sa garde et il confie la responsabilité de sa sécurité rapprochée au service des renseignements, sécurité d'État, que contrôle encore Sassou par l'intermédiaire d'un homme de confiance, Ibara Deni. Ceci permet à Sassou de l'avoir dans son étau. Au cours de la même année, notre ministre de la Défense effectue une mission à Cuba et signe avec cet État un accord de coopération et d'assistance technique en matière de sécurité. Ainsi bénéficie-t-il rapidement de l'envoi des cadres cubains qu'il infiltre dans le dernier carré de protection de Ngouabi, qui s'en plaint, certes, lorsqu'il le découvre, mais
n'ose pas les renvoyer de peur d'offusquer son protégé et protecteur. En réalité, Maria n'a jamais voulu des Cubains, a fait remarquer Germaine Mvuka. Je n'avais jamais vu le docteur Carlos soigner le président. Il était soigné par d'autres médecins, des Congolais. Propos confirmés également par la veuve Ngouabi en ces termes. Carlos n'était pas notre médecin. Et quand il venait, je ne le voyais pas. Je le connaissais vaguement. Mais on avait un autre médecin de famille. Le capitaine Okema raconte aussi qu'un soir, alors que Marien fait les 100 pas dans son jardin, il s'étonne de la présence d'un homme au faciès et à la morphologie d'un étranger et lui demande « Qui est ce monsieur ?»« Ce sont nos amis, mon commandant, répond-il. »« Mais de quel ami parles-tu ?»« Des Cubains, chef, des Cubains. »« Et que fait-il ici ?»« Il nous assiste, mon commandant, dans le cadre de votre sécurité rapprochée, au même titre que le docteur Carlos qui s'occupe, lui, des problèmes de santé. »« Quoi? Mais je ne suis pas né de moi pour me faire garder par des Cubains. Je suis Ngouabi et je ne veux pas d'étrangers dans ma garde. J'ai accepté Carlos pour qu'il s'occupe des problèmes de santé de la garde et non de ma famille. Et d'abord, qui les envoie? Le ministre de la Défense, chef. Faites chercher Ingobo et dites-lui de les retirer. C'est donc dans le cadre de cette assistance technique qu'est affecté à la présidence le docteur Carlos, cet énigmatique médecin que le chef de la garde présidentielle a aperçu au moment de la fusillade dans la résidence présidentielle muni d'un PMACA. En tout cas, le moins que l'on puisse dire est que Sassou, qui est assisté dans cette besogne par Florent Tiba, devient en réalité l'homme le plus puissant du système puisqu'il a un contrôle total sur l'armée et les services spéciaux. Très discrètement, il prend contact avec les ambassades de Cuba et de l'URSS, présente l'ouverture vers l'Occident préconisée par Marien Ngouabi à un moment où l'Angola vient d'accéder à l'indépendance et où la lutte d'influence pour le contrôle de l'Afrique australe est engagée comme un changement d'option. Il obtient ainsi leur soutien dans un coup de force. Et comme par enchantement, l'occasion d'agir lui est offerte par le troisième groupe, le groupe Massamba Déba. Le groupe Massamba Déba. Alphonse Massamba Déba présida aux destinées du Congo de 1963 à 1968. Président de l'Assemblée nationale, démissionnaire peu avant août 1963, il est sollicité par les leaders syndicalistes après l'insurrection populaire, beaucoup plus sur la base de ses divergences de vues avec Youlou que de ses convictions politiques totalement méconnues. Aussi, Massamba Déba n'arrivera pas à gérer les contradictions des différentes tendances marxisantes du groupe de Mpila. On lui reprochera autant son silence coupable dans l'affaire Matsokota que celui devant le régime de terreur instauré par la défense civile, branche armée de la GMNR. Il deviendra non seulement le responsable de ces assassinats, mais aussi des différentes atteintes aux libertés commises sous le couvert de la révolution dans le Poul, sa région d'origine. Or, ainsi que nous l'avons souligné ici, comme dans de nombreux autres pays d'Afrique, le maintien au pouvoir est fonction avant tout du soutien de sa propre région. Le président lâché par les siens est condamné par les révolutionnaires qui préfèrent le marxisme-léninisme au socialisme bantou qu'il prêche. Il est alors contraint de démissionner en septembre 1968. Assigné à résidence à Boko, son village natal, Massamba Déba passe la majeure partie de son temps à entretenir son verger. Et même lorsque la mesure est levée,
en 1973, ce chrétien de confession protestante, qui rêve cependant de revenir au pouvoir, ne vient que très rarement et discrètement à Brazzaville. Fin 1976, Massamba Déba, qui suit très attentivement l'évolution de la situation politique dans la capitale, revient s'y installer. La gestion de Ngouabi est une catastrophe et la crise économique qui en découle s'annonce fort grave. L'opinion publique est en quête d'un sauveur. Elle se tourne vers Massamba Déba, en qui elle connaît un gestionnaire honnête et austère, et fait table rase des crimes commis par son régime. L'homme sait dorénavant qu'il représente une alternative, que le fruit est mûr et qu'il ne lui reste plus qu'à le cueillir. Avec certains des proches, il forme un groupe de prière, car s'il entend reprendre le pouvoir, il n'est pas question de le faire par la force, mais plutôt d'user de la force de Dieu. Et il est catégorique là-dessus. Il reprendra le pouvoir sans effusion de sang. Et Ngouabi devra rester à la tête de l'armée et de son parti s'il le veut. Sa mission sera de redresser l'État après l'avoir séparé du parti, car il n'avait jamais cessé de croire en une vieille citation selon laquelle lorsque la politique empêchait l'administration de tourner, le pays stagnait. Massamba Déba s'installe donc à Brazzaville, forme son groupe de prière et entreprend de prendre des contacts avec le milieu politique de la place. N'ayant plus de relations directes avec les nouveaux venus au pouvoir, notamment au sein de l'armée, il requiert alors la médiation de Barthélemy Kikadidi, ami de promotion du nouveau ministre de la Défense, Sassou Nguesso. L'arrivée de Kikadidi provoque quelques réticences au sein du groupe, qui privilégie la prise du pouvoir par la prière. Pourtant, elle permet plutôt à Massamba Déba d'avoir des informations sur la vie politique nationale, sur ce qui se passe au sommet de l'État, tandis que, pour Sassou, le contact avec Kikadidi lui permet de faire suivre l'évolution du groupe par ses services de renseignement. Massamba Déba est plutôt un illuminé. Il pressent qu'il se trame dans l'entourage de Ngouabi un complot et que le jeune président court un danger mortel. Et même s'il ambitionne de revenir au pouvoir, il ne tient ni à la mort de Ngouabi, ni à son éviction par son entourage qui ne changerait pas de mode de gestion en vigueur. Aussi, lui envoie-t-il son groupe de prière le 17 février 1977 pour exorciser le palais présidentiel qu'ils sont très envoûtés dans ses révélations divines. Malheureusement, ce groupe de 7 personnes, muni d'un grand crucifix qu'il entend planter dans le palais présidentiel, est intercepté par la garde présidentielle et incarcéré pendant une journée avant d'être relaxé. Il n'a pas atteint son but. Loin de décourager Massamba Déba, cet échec le stimule plutôt dans sa volonté de prévenir Ngouabi. Les révélations divines se font plus régulières sur la préparation d'un putsch dans l'entourage immédiat de Ngouabi et sur sa mort prochaine. Alors, estimant qu'il doit prendre sa responsabilité devant l'histoire et surtout devant Dieu, il adresse à Ngouabi cette lettre très riche en enseignements que M. le procureur exhibera victorieusement au procès comme preuve irréfutable de la culpabilité de Massamba Déba dans l'assassinat de Marie Ngouabi. Comme s'il avait été sérieux de la part d'un assassin d'avertir sa victime du complot qu'il prépare contre elle. Commandant, 9 mois passés à Brazzaville, qui m'ont permis d'avoir des contacts les plus divers de toutes tendances, m'ont ouvert les yeux sur la situation qui prévaut dans le pays. Le citoyen conscient que je suis, l'homme politique que je n'ai jamais cessé d'être, l'homme d'État que vous avez forcé de partir par intransigeance,
vous suggère, après mûre réflexion, que c'est le moment le plus opportun de démissionner. L'honneur d'un officier de votre rang est de respecter le peuple et non d'écouter aveuglement la voix de vos courtisans. Votre vie et la survie de la nation commandent en ce moment de mécontentement généralisé l'application de ce principe aussi simple que généreux. En rédigeant cette note, je tiens à dégager ma responsabilité d'homme politique devant Dieu et devant la nation des suites que pourrait comporter la non-observation par vous de ce conseil fraternel. Veuillez croire à la sincérité de mes sentiments et à l'intérêt que je porte pour le salut de notre pays et du vôtre. Alphonse Massamba, un débat. Le 2 mars, Ngouabi, qui a reçu la lettre le jour même où elle a été écrite et qui croit y percevoir une menace larvée, convoque une réunion élargie de son état-major spécial révolutionnaire et on livre le contenu à ses collaborateurs. D'après le général Ngolo, qui prend part à la séance, 2 démarches sont proposées au président. Soit arrêter Massamba Déba et le faire interroger par les services de renseignement, soit lui accorder une audience et discuter franchement avec lui du contenu de la lettre. Ngouabi penche donc pour la deuxième proposition et reçoit son prédécesseur le lendemain. Un jour, explique la veuve Massamba Déba, Mouassiposso est venu accompagné de quelques militaires dire à mon mari que le président Ngouabi s'apprêtait à le recevoir. Il a même insisté pour que mon mari soit accompagné de moi. Le jour venu, on est venu nous chercher et nous sommes partis. On nous a fait attendre. Il nous a reçus et les 2 hommes se sont mis à converser. Ngouabi a fait remarquer qu'au lieu d'écrire, mon mari aurait mieux fait de demander une audience. Ce à quoi mon mari a répondu qu'il ne pensait pas qu'il aurait été reçu et qu'il pensait urgent d'avertir par là Ngouabi du danger qu'il courait. C'était une causerie entre aînés et cadets. Marien a fait état de ses difficultés au pouvoir. Mon mari lui a dit qu'il propose sa démission. Ngouabi de lui dire « Oui, j'ai compris, mais même quand tu avais démissionné, je n'étais pas d'accord. Je savais que j'étais trop jeune et que je n'étais pas prêt pour ces hautes fonctions. La preuve est là. Aujourd'hui, cela a été une véritable gabegie. Et nous ne savons même plus comment payer les salaires. Tous ceux à qui j'ai fait confiance m'ont déçu. Ils ne songent qu'à voler et à s'enrichir. Je dis bien tous. Alors, comment abandonner le pays dans cet état? Je me sens quelque part coupable et je dois le réparer. Doyen, je suis vraiment en difficulté. La situation est si critique que je ne sais pas comment continuer, par exemple, à maintenir ta pension. Même le manioc que je mange vient de chez ma mère à Owando. Massamba Déba de lui dire, je n'ai fait que t'informer. Fais surtout attention à ton entourage, car les révélations que nous avons en ce qui te concerne sont mauvaises. J'aurais manqué à mon devoir devant Dieu si je ne te l'avais pas dit. Merci beaucoup, doyen. Adi Ngouabi, nous en reparlerons. La causerie s'est bien déroulée, en tout cas, amicalement. C'est tout ce que j'ai retenu. Madame Ngouabi était-elle aussi présente? Non. La veuve Ngouabi n'était pas présente. Nous étions 5. Les 2 présidents, Ibarra Denis, Misélé et moi-même. L'entretien a-t-il été enregistré? Je n'avais pas vu un appareil d'enregistrement, à moins que ça soit caché. Ibarra avait juste un bic et un bout de papier. Le président Ngouabi n'était-il pas fâché? Non, personne n'était fâché. Personne n'a haussé le ton. Tout s'est passé normalement, sans hausser le ton,
Et je crois même que les deux présidents étaient soulagés de s'être parlé. Ngouabi a seulement fait remarquer qu'à cause du contenu de la lettre, il était obligé de la faire lire à certaines personnes. Combien de temps a duré l'entretien? Je ne sais pas exactement combien de temps cela a duré, mais on a mis un peu longtemps à causer. Le président Déba a-t-il dit avec qui il avait pris contact? Déba n'a pas dit le nom de ceux avec qui il avait pris contact. On a prononcé le nom de personne. Robert, le fils aîné du président Déba, qui accompagne sa mère, fait remarquer qu'il était quand même curieux que son père ait été moins bavard que d'ordinaire. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas trop parlé, mon fils, a-t-elle ajouté. Ce qui est certain, c'est que l'entretien était tellement cordial que rien ne laissait présager la suite des événements. L'entretien est donc cordial, peut-être même trop cordial pour les groupes à l'affût.